Bienvenue sur France 24, à la une ce soir dans le Journal de l'Afrique. L'avenir sera meilleur que le présent, la promesse du nouveau Premier ministre tunisien. Youssef Chahed a été nommé ce mercredi, il a 30 jours pour constituer son équipe. Est-ce l'homme de la situation? Nous poserons la question à notre invité en direct de Tunis. Le dépouillement en Afrique du Sud, les résultats des élections municipales sont attendus ce jeudi. L'ANC retient son souffle, le parti au pouvoir pourrait perdre plusieurs grandes villes. Caroline Dumais nous dira comment la journée s'est déroulée. C'est le paradis des Lémuriens, une forêt tropicale de 16 000 hectares. Nous irons à Madagascar en fin de journal, suivre ces petites bêtes bruyantes. Il a 40 ans, il s'est lancé en politique en 2011, il est aujourd'hui Premier ministre tunisien. Youssef Chahed a été nommé ce mercredi. Il promet un gouvernement jeune, compétent et une meilleure représentation pour les femmes. Bassem Chebi. À l'aube de ses 41 ans, celui qui opérait à l'abri des projecteurs se voit propulsé au rang de Premier ministre. Ce gouvernement sera un gouvernement politique et un gouvernement de technocrates sans tomber dans le jeu des quotas entre les partis. Ce gouvernement va essayer de mettre en œuvre le programme défini par la charte de Carthage. Ingénieur agronome de formation, enseignant universitaire puis expert agricole auprès de l'Union européenne, Youssef Chahed a été chargé par le président Kaïd Essebsi de former un nouveau gouvernement d'unité nationale. Entré en politique après la révolution du 14 janvier 2011, il fonde le Parti républicain avant de rejoindre Nida Tounes en 2013. Il se dit déterminé et promet un gouvernement où les femmes et les jeunes seront mieux représentés. Si une partie des Tunisiens voit d'un bon œil son jeune âge, d'autres s'interrogent sur son manque d'expérience et sa présupposée filiation avec le chef de l'État. Des accusations démenties par le tout jeune Premier ministre qui souhaite être jugé sur ses actes. On reste à Tunis, on retrouve notre invité Hatem Mrad. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de Sciences Po à l'Université de Carthage, également président de l'Association tunisienne d'études politiques. Le président Essebsi avait 10 jours pour nommer un Premier ministre, il l'a fait en 3 jours, c'est rapide. Est-ce bon signe ? Oui, c'est possible. Si ça veut dire quelque chose, c'est que les jeux étaient déjà faits, les choix étaient faits et que le président avait déjà une idée derrière la tête. Je crois qu'aujourd'hui, on peut comprendre certaines choses. C'est que le président de la République avait déjà nommé Youssef Chahed en tant que conciliateur entre les deux tendances rivales du parti majoritaire Nida Tounes. Puis il a fait désigner ministre des collectivités locales et aujourd'hui Premier ministre. Et on se rend compte aujourd'hui que s'il est aujourd'hui nommé, c'est que peut-être le président, il avait déjà à l'époque une idée derrière la tête. C'est de lui ouvrir un peu les perspectives d'une carrière, d'un avenir politique. Et je crois qu'aujourd'hui, ça commence à se faire. Oui, et beaucoup reprochent sa proximité avec le président Essebsi, voire ses lointains liens de parenté par alliance avec le président, ce qu'il dément. Vous diriez qu'il a été imposé par Essebsi ? Imposé par Essebsi, oui, certainement. À mon avis, certainement, parce que c'est lui, le Premier ministre, il représente un peu le lien entre le président de la République et le gouvernement d'union nationale. N'oublions pas que le gouvernement qui va être constitué bientôt par les 9 partis, les 3 organisations professionnelles qui ont signé l'accord de Carthage, c'est un gouvernement donc d'union nationale et on peut penser que Youssef Chahed il constitue un peu le lien personnel entre le gouvernement et le président de la République. C'est à travers lui que le président de la République peut avoir une certaine empreinte sur l'action gouvernementale d'un gouvernement d'union nationale. Et je crois que ça se passe ainsi et il est véritable. Oui. Est-ce que vous êtes optimiste sur cette constitution d'équipe d'union nationale? Est-ce que tous les partis politiques sont partants? Oui. Tous les partis politiques, en tout cas, ils ont signé l'accord de Carthage. Et vous savez qu'en politique, on est engagé parce qu'on a signé, parce qu'on a même parce qu'on a déclaré, même la parole d'un homme politique ou d'un parti politique peut l'engager politiquement. En tout cas, ils l'ont signé. Et puis, par la suite, libre à tous ceux qui ne sont plus d'accord, peut-être, de quitter le gouvernement en cas de conflit politique ou au cas de heurte entre les différentes sensibilités politiques. C'est un gouvernement d'union nationale
et qui sont d'accord pour réaliser un programme politique. Et vous savez, dans la réalisation d'un programme politique, même un seul parti, même les membres d'un seul parti peuvent entrer en conflit. Alors que dire les membres de 9 partis et de 3 organisations professionnelles? Et donc les heurts peuvent se poser, il peut y avoir des conflits et on n'est pas sûr que le gouvernement d'union nationale peut, disons, rester un gouvernement sans heurts ou sans conflit. Ça fait partie de la politique et vous savez, en politique, à partir du moment où on doit agir pour améliorer les choses, il peut toujours y avoir des interprétations différentes, même pour la réalisation du programme politique qui a été signé par l'ensemble des partis politiques, l'ensemble des 9 partis politiques. Voilà, donc on ce n'est pas exclu premiers qu'il y pas ait des de Youssef désaccords, Chahed. comme ce n'est pas exclu qu'il y ait des accords aussi. Merci beaucoup Atemrad d'avoir été notre invité en direct de Tunis, professeur de Sciences Po à l'université de Carthage. Et merci à Sandre Luitens derrière la caméra. Une plainte pour torture déposée contre 2 officiels de République démocratique du Congo, le chef de l'Agence nationale de renseignement et le ministre de la Justice. La plainte a été déposée par un Américain, Daryl Lewis. Il était à l'époque conseiller en sécurité de l'opposant Moïse Katumbi. Il avait été arrêté, incarcéré, accusé d'être un mercenaire. Et Daryl Lewis réclame 4 500 000 $ de dédommagement. Les Sud-Africains ont voté des élections municipales qui pourraient constituer un tournant pour l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994. Il pourrait perdre plusieurs grandes villes, dont Pretoria, Johannesburg et Port Elizabeth. On rejoint Caroline Dumais au Cap. C'est plutôt un soulagement pour les 26 millions d'électeurs sud-africains qui craignaient des violences. Vous savez, on a connu ici une campagne électorale inédite avec des intimidations, des problèmes de liste électorale, des manifestations et aussi des assassinats politiques. Donc soulagement ce soir après une bonne journée de vote. Tous les Sud-Africains se sont déplacés, tous ou presque, ceux qui ont pu. C'était jour férié ici et donc on s'attend à une relative forte participation. Reste maintenant à gérer les résultats. Les bulletins vont être dépouillés dès cette nuit. On s'attend à un peu de tension puisque si on en croit les sondages Ipsos, l'ANC au pouvoir va perdre du terrain. Elle reste indétrônable dans les zones rurales, mais elle perd ses électeurs urbains. Et elle les perd au profit du premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique de Mmusi Maimane, qui, vous savez, gouverne déjà la province du Cap et qui risque de gouverner la ville de Pretoria, la capitale politique. Donc on attend les résultats, mais ça sera nécessairement une redéfinition du paysage politique. Rendez-vous demain pour les premières estimations. Caroline Dumais au Cap, des scènes impensables il y a encore plusieurs mois au Zimbabwe. Les manifestations s'enchaînent. Ce mercredi, la police est intervenue, parfois avec violence. Elle a dispersé des centaines de personnes venues demander le départ de l'homme fort du pays, Robert Mugabe. Christophe Dansette. Le mot d'ordre est clair, Robert Mugabe doit partir. Ces manifestants le jugent responsable de la situation économique catastrophique du pays. Une croissance timide d'un peu plus d'1% en 2015 et qui devrait rester sous les 1,5% cette année. Et surtout, un taux de chômage record estimé à 80%. Pour ce jeune diplômé sans emploi, c'en est trop. Économiquement parlant, ce pays est mort. Il n'y a pas d'entreprise. Ces dernières ferment et au lieu des 2 200 000 emplois promis, nous en avons perdu 2 200 000 depuis que la promesse a été faite. Et les dernières mesures du gouvernement semblent inquiéter encore un peu plus la foule, notamment l'introduction de billets d'obligation, une devise locale à parité avec le dollar. Une monnaie qui fait craindre le retour à l'hyperinflation des années 2008-2009 qui avait poussé le gouvernement à abandonner la devise nationale, remplacée par le dollar américain. Nous ne voulons pas de ces billets parce qu'ils vont anéantir les derniers dollars américains qu'il nous reste. Ils vont détruire notre pays. La manifestation a fini par être violemment dispersée par les forces de l'ordre. Mais la répression ne semble plus dissuader la foule. Les manifestations comme celle-ci se multiplient et Robert Mugabe paraît de plus en plus isolé, lâché il y a quelques jours par des ex-fidèles et un groupe de vétérans de la guerre d'indépendance.
Une question récurrente, où est Aboubacar Shekau, numéro 1 de Boko Haram? L'organisation État islamique relance le débat. Le groupe annonce que la secte a un nouveau chef. Information évidemment à prendre au conditionnel. Je vous rappelle que Boko Haram a prêté allégeance à l'organisation État islamique. Sans surprise, le Burundi rejette la résolution de l'ONU. Le texte prévoyait le déploiement de 228 policiers dans le pays. Pas question pour Bujumbura, cela entraverait la souveraineté du pays, disent les autorités. C'est la France qui avait présenté le texte pour officiellement tenter de ramener le calme et faire respecter les droits de l'homme. L'initiative avait conduit à une poussée de fièvre anti-français. Samedi, des milliers de partisans du régime avaient manifesté devant l'ambassade de France à Bujumbura. Allez, on termine à Madagascar, sur les traces des lémuriens. Ces petits primates à la voix très reconnaissable sont en danger, en voie d'extinction. Le pays fait tout pour les protéger. Reportage signé Alexandra Mayer avec Alexis Jacquet. Comme protégés des regards par la brume. À Madagascar, se cache un des parcs les plus mystérieux au monde. 16 000 hectares de forêt tropicale. Un écrin où s'épanouissent des espèces que vous ne verrez nulle part ailleurs. Pour les observer, il faut suivre leurs cris. C'est grâce à ces chants que communiquent les habitants très particuliers de cette forêt. Il faut des heures de marche pour espérer les apercevoir. Je crois qu'il y a de lémuriens qui passent quelque part. Agglutinés sur une branche, 6 lémuriens, éblouis par la lumière du jour. Ceux-là sont nocturnes. Oui, je vois ça que... Mais il y a 14 autres espèces dans le parc. Oui, celui-là. L'un derrière. Ces petits primates, qui vivent cachés à la cime des arbres, c'est le trésor de Madagascar. C'est la seule île au monde où ils vivent en liberté. Jean-Étienne Toto est un des gardiens de ce sanctuaire. Depuis 20 ans, il guide les touristes dans la forêt, à la recherche de ses habitants. Leurs cris, il sait les décrypter. Il y a cri de peur, cri d'alarme. Il continue comme ça. Ça, c'est pour alerter le groupe. Et le cri normal, c'est fouif, fouif, fouif. C'est comme ça. Parmi tous les lémuriens du parc, il y en a un qui fait figure de star, que tout le monde veut voir. L'Indri nous attend. C'est l'Indri, le plus grand lémurien au monde. Adulte, il mesure jusqu'à 70 cm et vit parfois 80 ans, avec une vie familiale presque comme la nôtre. Il vit en petite famille. Il donne un petit tous les 2 ou 3 ans. Il n'a qu'un seul amour durant sa vie. Il reste veuve quand il a perdu son mari. C'est pas possible de capturer le Indri. Il refuse de manger quand on le met dans la captivité. Il refuse de manger, il préfère de mourir même. Aucun zoo n'en possède. Ce parc est donc l'unique endroit où il vit. Et pour ne pas voir cette espèce disparaître, Madagascar préserve ses forêts. L'île en a perdu 90% en un siècle. 43 parcs sont désormais protégés afin de préserver une faune et une flore parmi les plus riches au monde. Merci de nous avoir suivis. À suivre, c'est le journal de 22h avec Natacha Vesnitch. Billet retour. Bâtie à 1700 mètres d'altitude dans un écrin de montagne, la perle du Cachemire a longtemps été une destination touristique réputée. En 1989, une insurrection séparatiste soutenue par le Pakistan voisin embrase cette région à majorité musulmane. L'Inde décrète l'état d'urgence, Srinagar se vide de ses touristes. 25 ans après l'épisode le plus violent de son histoire, la population veut croire à un avenir apaisé. Pourtant, la tension est encore palpable. Dans les mosquées, les imams prêchent toujours ouvertement pour l'indépendance du Cachemire. Billet retour, à voir sur France 24 et sur France24.com.